Écran. Alors, hop, voilà. Et est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Eh ben, allez, c'est parti. Super. Hop, donc les slides se passent. Voilà. Alors, pour commencer, vous connaissez probablement ce contexte et ces chiffres parce que c'est des chiffres dont on a beaucoup entendu parler, mais c'est juste pour un peu remettre dans le contexte notre intervention de ce jour. On estime qu'on a à peu près 50% des agriculteurs en France qui vont partir à la retraite d'ici à 2030, ou du moins dont les droits à la retraite vont être ouverts d'ici à 2030. Deux tiers des candidats à l'installation aujourd'hui sont des NIMA, c'est-à-dire des personnes non issues du milieu agricole, et ce chiffre, il est en croissance depuis plusieurs années. Euh, 20 000 chefs d'exploitation à peu près cessent leur activité chaque année contre 14 000 qui s'installent. Donc on voit bien qu'on a une baisse structurelle du nombre de fermes en France depuis, pareil, plusieurs décennies. Et en revanche, on a deux productions qui se distinguent un peu des autres, le maraîchage et l'horticulture, qui connaissent toutes les deux une croissance et un ratio positif finalement du nombre d'installations. Alors, les chiffres sont ceux du recensement agricole hein, qui date de 2020, le dernier recensement agricole, mais ils sont intéressants pour commencer cette intervention. Et par ailleurs, le profil des personnes, des candidats à l'installation, des porteurs et porteuses de projets que vous êtes peut-être aujourd'hui, c'est aussi des personnes plus jeunes, une population plus féminisée, mieux formée, plus ouverte aussi à l'agriculture bio ou de l'agroécologie et à une commercialisation en circuit court, en vente directe. Et donc, face à ces chiffres et ce constat, il est urgent et nécessaire en fait de renouveler les générations agricoles, d'installer, de former cette nouvelle génération de paysans et de paysannes. Et c'est ce que nos trois structures, en fait, Ferme d'Avenir, le Reneta et FEV, ont fait à notre manière et de manière complémentaire aussi. Euh, donc, il n'y a pas un parcours type à l'installation, comme l'a rappelé Solène en introduction, mais on peut tout de même dresser les grandes lignes de ce parcours. On a effectivement en premier lieu l'émergence d'une idée, voilà, où vous vous questionnez sur pourquoi pas vous lancer dans le milieu agricole. Puis on a ce qu'on appelle la formulation du projet, donc c'est un peu confronter son idée à la réalité. Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment un métier que j'ai envie de faire tous les jours? Et ça passe en général aussi par des premières visites de ferme ou woofing. Et moi, je vais vraiment aujourd'hui faire un focus sur l'étape de se former et je laisserai ensuite la parole à Jean-Baptiste pour le test du projet et à Élise pour la suite et notamment sur l'étape de trouver ses terres. Parce qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Donc sur cette étape de la formation qui arrive une fois que votre idée elle est confortée, on commence à définir et à affiner son projet à ce moment-là dans les grandes lignes. Qu'est-ce que je souhaite faire? Comment? Réfléchir où on veut s'installer. Enfin voilà, c'est une période avec beaucoup de questionnements et aussi une période où on évalue ses compétences qu'on a déjà et ses besoins en formation en fait. Donc, est-ce que ça va être de la formation pratique, théorique, des compétences en gestion, en compta que vous avez besoin de développer ou souvent aussi un peu tout à la fois. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher du PAI. Donc, le PAI, c'est le point accueil installation des chambres d'agriculture en France. Qui vous permet de réaliser ce qu'on appelle le parcours 3P. Donc, c'est un parcours de professionnalisation personnalisé. Euh, Ce passage en point accueil installation, il est vraiment très important et nécessaire, mais il peut aussi arriver un peu plus tard, plus en aval de la période de formation. Voilà, c'est vraiment en fonction de chaque personne assez changeant ce parcours-là, même si on retrouve un peu toujours ces grandes étapes.
Donc le parcours de formation, finalement, c'est vite un parcours assez long parce que si vous avez besoin de vous former à la fois sur la théorie, sur la pratique, d'avoir également un diplôme agricole, on en reparlera, bah, ça prend vite 1 à 2 ans, plutôt même 2 ans, puisque le diplôme agricole, aujourd'hui, ça passe souvent par un BPEA. Vous connaissez peut-être ce parcours-là. Et c'est sur 1 an en général, 10 mois, 12 mois. Donc voilà, ça fait vite beaucoup de temps déjà consacré à la formation. Donc rapidement, les formations agricoles, je vais pas faire un paysage vraiment très détaillé, mais je vais essayer de vous donner quelques informations quand même. Pourquoi se former? Bah, comme dans tout métier, hein, mais peut-être encore plus dans le métier d'agriculteur, qui est un métier très technique. Et encore plus pour les personnes en reconversion pro, le temps de formation, il est essentiel parce qu'il permet d'acquérir des compétences, donc diverses et variées, comme je le disais juste avant. Et il permet aussi de gagner en confiance pour se lancer. Parce que souvent, les personnes en reconversion pro sont face à un sentiment d'illégitimité pour se lancer dans le milieu agricole, voilà, dont elles ne sont pas issues. Sur les types de formations, bah, il y en a plein, à la fois donc des formations dites initiales, donc c'est tout ce qui est bac pro, brevet professionnel agricole, des formations pour adultes, donc là on parle souvent du BPRA, hein, qui donne un diplôme agricole et ensuite la capacité agricole, c'est qui permet d'avoir des aides à l'installation, d'avoir accès à la DJA. On a des formations longues, donc de nouveau comme un BPRA sur 1 an, comme le compagnonnage dont je vous reparlerai après, ou des formations plus courtes, qui sont des formations soit qu'on fait en début de parcours, un peu des formations découvertes sur quelques jours, voire 1 ou 2 jours, ou des formations très spécialisées et très techniques, qui sont courtes également, mais qui nous permettent de développer des compétences très particulières. Euh, Ensuite, on a des formations qui sont dispensées par des organismes agricoles publics, donc les lycées agricoles, ou par des associations, des structures agricoles qui font un travail complémentaire. Donc, ça peut être des formations par les réseaux SIVAM, ADEAR, ou encore comme ce qu'on fait chez Ferme d'Avenir. Donc nous, on propose une formation longue chez Ferme d'Avenir qui est complémentaire à un BPREA et qui met vraiment l'accent sur la pratique. Donc c'est le programme compagnonnage et je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste ce programme. Euh, donc à qui il se destine déjà? Bon, bah, toutes les porteuses et porteurs de projets ayant déjà confronté leur désir d'installation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au tout début de votre parcours où il y a l'émergence de l'idée, mais vous avez déjà fait des woofings, vous avez un petit peu d'expérience agricole, voire vous avez fait des formations courtes. Et l'objectif à la fin du compagnonnage, ben, c'est être en mesure de concevoir sa ferme, de gérer une production, de la commercialiser et également de gérer sa ferme dans son ensemble. Donc le cœur du compagnonnage, c'est vraiment la pratique. C'est une formation centrée sur la pratique et l'immersion dans des fermes qui dure 7 mois, 7 mois et demi, donc 31 semaines pour être très précise et qui s'articule autour de 3 périodes, 3 phases de 9 semaines en immersion sur 3 fermes différentes de notre réseau, 3 fermes agroécologiques. J'y reviendrai un petit peu plus en détail sur les fermes du parcours. Euh, à ces périodes d'immersion, on ajoute 4 semaines de théorie pour venir compléter la pratique. Donc, c'est des semaines qui entrecoupent les périodes d'immersion sur les fermes. Et enfin, un accompagnement individuel à la définition de son projet professionnel tout au long de la formation. Dans le compagnonnage, on a un parcours maraîchage qui est le parcours historique et un parcours en PAM, en plantes aromatiques et médicinales, depuis maintenant 2 ans. Donc,
Le compagnonnage, on l'a créé il y a 9 ans à peu près. Pourquoi? Pour pallier les manques de la formation agricole existante en France, qui manque considérablement de pratique, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans un BPREA, qui est une formation vraiment essentielle quand on souhaite s'installer en agriculture et avoir les aides à l'installation, on n'a que 8 semaines de stage. 8 semaines de stage pour apprendre un métier comme celui de paysan-paysanne, c'est très peu et c'est pas suffisant. Aujourd'hui, s'installer avec juste un BPREA sans avoir fait une formation vraiment pratique à côté ou du salariat ou vraiment énormément de woofing, encore le woofing, c'est pas de la formation, c'est impossible. Donc, nous, on a créé cette formation, le compagnonnage, autour de 5 grands piliers qui nous semblaient essentiels. C'est d'abord la prédominance de la pratique, comme je le disais, qui permet d'apprendre en situation de travail par le geste et l'expérience et qui offre la possibilité d'échanger au quotidien avec des paysans et des paysannes expérimentés. La transmission par les pairs, puisque en fait, les compagnons sont encadrés par les paysans et les paysannes des fermes formatrices, ce qui permet un apprentissage vraiment concret et réaliste. L'itinérance, puisqu'en fait, vous le verrez après, on a des fermes un petit peu partout en France. Ça permet de se confronter à une grande variété de modèles de fermes, de pratiques, de contextes aussi pédoclimatiques différents. L'immersion au quotidien dans les fermes, puisqu'en fait, vous êtes en immersion toute la semaine sur les fermes. Vous restez également le week-end sur les fermes, même si vous ne travaillez pas, ce qui permet d'offrir vraiment une vision globale du métier, de toute la diversité des tâches, en fait, quand on est paysan ou paysanne. Et ensuite, l'individualisation des parcours, puisque c'est proposé vraiment à chaque compagnon en fonction de ses besoins de formation, de son projet et de ses envies d'aller sur des fermes qui correspondent à ce projet-là et à ses envies. Donc, en détail, le programme compagnonnage, c'est une formation qui a lieu chaque année début mars et qui commence par une semaine d'ouverture avec des premiers cours théoriques. Et après cette semaine-là, vous partez sur votre première ferme en immersion pendant 9 semaines. Et voilà, vous êtes au quotidien avec les paysans et les paysannes jusqu'à la mi-mai où vous avez une deuxième semaine de regroupement avec d'autres cours théoriques qui vont un peu plus dans le détail. Vous partez ensuite sur votre deuxième ferme de la mi-mai à la mi-juillet pendant 9 semaines de nouveau, jusqu'au regroupement de juillet en distanciel cette fois, avec d'autres cours théoriques. Et vous terminez avec votre dernière ferme pendant 9 semaines également, ce qui nous amène à la fin septembre, début octobre. Dernière semaine du compagnonnage, la clôture dédiée à la présentation de vos projets professionnels devant un jury. Donc c'est l'aboutissement du travail de toute l'année. L'apprentissage pratique, donc c'est cette première modalité pédagogique du compagnonnage, est la plus importante. Euh, Elle est vraiment réalisée, comme je le disais, aux côtés des paysans et paysannes. Vous voyez là, vous avez une petite carte avec les fermes du compagnonnage en 2025, en maraîchage et en PAM, donc ça couvre à peu près toutes les régions, 10 régions actuellement. Et l'objectif, c'est vraiment, comme je le disais, de se confronter à la réalité du métier, dans sa diversité, dans les tâches au quotidien. Donc, il y a une dizaine de fermes en PAM, une douzaine en maraîchage actuellement. Et ces fermes, elles sont sélectionnées à la fois pour leur grande qualité agroécologique, leur performance économique, puisque ce sont des fermes viables qui vivent de leur métier, leur ancrage sur le territoire, mais aussi leur volonté de transmission et de pédagogie. À cela s'ajoute 1 heure de tutorat paysan chaque semaine, individualisé pour chaque compagnon. Et donc, comme je le disais, les compagnons voient 3 fermes différentes au cours de leur parcours, ce qui permet de se confronter à différents modèles. Concernant l'apprentissage théorique, donc c'est plutôt vraiment des compléments à ce que vous voyez en pratique pour prendre un peu de hauteur et développer ses capacités d'analyse. Donc c'est lors des 4 semaines de regroupement et pendant ces semaines-là, vous allez aborder des sujets aussi variés que l'agronomie, la commercialisation, les formes juridiques, les bases de comptabilité, et en PAM, des sujets encore plus précis sur, par exemple, la cueillette sauvage ou les techniques de transformation. Donc, ce sont des masterclass qui sont animés par des experts dans leur sujet. Et voilà.
Et pour la dernière modalité pédagogique du compagnonnage, c'est l'accompagnement professionnel. Donc, comme je vous le disais, c'est un accompagnement régulier tout au long de la formation par un ingénieur agronome de l'équipe de Ferme d'Avenir. Et le but, c'est vraiment d'affiner votre projet professionnel avec lui ou elle pour à la fin rendre un projet un dossier écrit sur votre projet d'installation et de présenter ce projet-là devant un jury à l'oral en fin de formation pour évaluer votre projet et obtenir plein de conseils en vue de votre installation ou de votre période de salariat après le compagnonnage. Et enfin, et c'est un détail, mais pas des moindres, depuis maintenant 4 ans, le programme compagnonnage est proposé en double cursus avec un BPREA. Donc, on a des partenariats avec des BPREA, enfin des CFPPA qui proposent des BPREA en 100% distanciel en France, ce qui présente de nombreux avantages. En fait, cette formule, d'abord, vous avez un aller-retour entre la théorie et la pratique pendant 8 mois qui est très intéressant en termes d'apprentissage. Les deux formations se complètent vraiment parfaitement puisque le BPREA, vous allez avoir toute la partie théorique, le diplôme agricole à la fin et le compagnonnage, vous allez accumuler 7 mois de pratique. Donc, à la fin de ce double cursus-là, vous êtes souvent prêt pour vous lancer dans votre projet d'installation et poursuivre les autres étapes. Et surtout de manière plus pragmatique, avec depuis quelques années la réduction du temps d'indemnité chômage, les gens ont de moins en moins de temps pour se former, les personnes en reconversion pro. Et un BPRA étant sur 12 mois, le compagnonnage sur quasiment 8 mois, ça devient compliqué d'enchaîner 2 formations longues à la suite. Et or, on l'a dit, c'est super important, ce temps de formation, il est essentiel dans le parcours à l'installation. Donc, de proposer ce double cursus-là, ça permet en un an vraiment de tout faire. La théorie, la pratique et d'avoir le diplôme agricole au bout. Voilà, je crois que j'en ai fini pour la partie formation et je vais laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste pour les espaces tests agricoles. Ah, on t'entend pas, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, peut-être que tu n'as pas ouvert ton Fonctionne? micro. Ah, c'est bon. Oui, ça fonctionne. Parfait. Hop là, je remets l'oreillette. Oui, donc merci beaucoup. Alors effectivement, là, on va continuer un peu dans le parcours puisque le principe des espaces tests agricoles, ça va être je dirais, c'est l'après-formation. Alors, je peux passer éventuellement à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que le test d'activité agricole? De quoi on parle quand on parle de test d'activité agricole? Donc, le principe, c'est que c'est une étape qui s'inscrit dans le parcours de création progressive d'activité. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un qui a eu un projet d'installation de développer son activité agricole de manière responsable et autonome, donc en grandeur quasi réelle, sur une durée limitée, mais dans un cadre qui limite la prise de risque. Donc, en gros, on va vous mettre à disposition tout ce qu'il faut pour agir, je dirais, comme un agriculteur ou comme une agricultrice, mais dans un cadre qui est particulier. L'objectif de ça, c'est d'évaluer le projet, de voir si on est capable de le mener. Donc, c'est à la fois évaluer le projet et s'évaluer soi-même pour décider de concrétiser cette installation ou alors de la faire évoluer de manière importante, de faire évoluer son projet, ou de s'installer, ou d'abandonner le projet quand on se rend compte que c'est pas fait pour. Voilà, je pense que tu peux passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester pas mal de choses différentes. En fait, ça va dépendre des gens. Donc, certains vont tester leur envie, cette motivation. Comme le disait Sarah, on a quand même aujourd'hui dans le public des gens qui s'installent, de plus en plus de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas forcément une réelle connaissance de ce que c'est que l'agriculture dans sa pratique. Donc, c'est important de pouvoir se confronter au réel, de voir concrètement sur une année complète, sur 2 ans. Le test d'activité, c'est jusqu'à 3 ans, 3 années de production. Donc voilà, on a besoin de vérifier des fois ces éléments-là. On a besoin de vérifier ses compétences personnelles. L'agriculture est un des métiers les plus complexes qui soit. On doit être capable
de produire, de vendre, de gérer une entreprise, de commercialiser, d'organiser son temps de travail, etc. Enfin, c'est très complexe, donc on doit vérifier cet élément-là. Je t'invite à continuer les puces, comme ça on les voit arriver. Je crois qu'il y en a encore au moins 2. Voilà. La faisabilité technico-économique du projet. Donc c'est bien d'avoir un projet, c'est bien de l'avoir formalisé, c'est bien d'avoir fait des stages, des formations pour voir ce que ça donne. Mais pour le coup, quand on le met en pratique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit ce que ça donne réellement. Ce qu'on a ensuite, c'est pas des chiffres sur le papier, c'est pas des chiffres théoriques, c'est des chiffres de production réels. Donc ça permet de voir pas mal de choses. Et puis on va aussi tester l'adéquation de son projet avec le territoire sur lequel on veut le mettre en place. Parfois, certains projets fonctionnent très bien à un endroit donné et ne vont pas fonctionner ailleurs. Donc voilà, ça peut aussi arriver, donc c'est important aussi de vérifier ça. Donc là, cette question du test, en fait, en fonction des gens, chacun vient et va tester un peu ce dont il a besoin. Tous ne vont pas tester tous ces éléments-là. Il y a des gens, ils savent très bien que leur motivation est liée, il n'y a pas de souci, c'est pas ça qu'ils veulent essayer. C'est peut-être plus la faisabilité technico-économique, par exemple. Il y a différentes modalités. Et l'important d'Espace Test, c'est de réussir à fournir tout ce qu'il faut pour tester tout ça. Donc, tu peux passer à la suivante, merci. Donc ça, c'est le test d'activité. Pour pouvoir faire du test d'activité, ce qu'on a mis en place, c'est des espaces tests agricoles. Donc, c'est des dispositifs. Donc, les tout premiers ont été mis en place en 2007. Donc, ce n'est pas tout neuf maintenant, ça commence à avoir quelques années. C'est des dispositifs, en fait, qui vont, donc en général multi-acteurs, qui vont mettre à disposition un cadre légal d'exercice du test d'activité, des moyens de production, donc une ferme, hein, concrètement, et un dispositif d'accompagnement et de suivi. Ça, ce sont les 3 éléments qui vont permettre de réaliser un test d'activité. Alors, je t'invite à passer à la suite. Et donc, ce test d'activité, il va se réaliser donc, sur un lieu, donc ce qu'on appelle le lieu de test, qui est une ferme aménagée pour faire du test d'activité. Et alors, si tu passes à la diapo suivante, avec plusieurs modalités de lieu test, puisqu'en fonction des dispositifs espace test, on va avoir certains dispositifs espace test qui vont avoir un seul lieu de test, mais aujourd'hui, la plupart des espaces tests, en réalité, proposent plusieurs lieux différents, qui peuvent être propriété d'une collectivité territoriale, qui peuvent être propriété d'un agriculteur qui va accueillir quelqu'un sur sa ferme parce qu'il y a une volonté d'association, ou quelqu'un qui veut transmettre sa ferme, donc il va accueillir quelqu'un en test avec cette idée de transmission derrière. Ça peut être aussi une personne qui a déjà son foncier pour une raison X ou Y et qui veut se tester avant de s'installer concrètement. Donc voilà, donc on va avoir tout un tas de modalités différentes de ce point de vue-là, ce qui donne donc ce qu'on appelle spatialité. Et puis sur la diapo suivante, on parle plutôt de cette question de la temporalité, puisque voilà, en fonction du type de lieu, on va avoir des lieux tests qu'on appelle permanents, c'est-à-dire que les gens vont se tester. Si jamais ils décident de s'installer, ils devront aller chercher du foncier ailleurs, ils ne vont pas s'installer sur le lieu de test. Le lieu de test est dédié en permanence au test d'activité. Et puis d'autres situations où la personne va pouvoir s'installer sur le lieu, soit donc dans une logique de transmission ou d'association, soit parce que le lieu de test devient un lieu d'installation. Donc ça, c'est des types de lieux de test qui sont très différents dans ce qu'ils proposent et qui permettent en réalité de s'adapter aux besoins de chacun. Quand on est sur un lieu permanent, on devra aller trouver du foncier ailleurs pour s'installer, mais en même temps, on est sur un lieu qui est déjà bien aménagé, qui est bien équipé. On a un accompagnement souvent plus proche parce que c'est souvent avec plusieurs personnes. On a des accompagnateurs qui sont pas loin. Donc voilà, c'est pas les mêmes modalités. Donc ça répond aux besoins des besoins, je dirais, différents. Alors donc l'espace test agricole, comme je disais, il met à disposition donc, des différentes choses. Nous, on traduit ça en fonctions. Donc on parle d'une fonction couveuse, c'est la partie cadre légal de l'exercice du test. Donc là, le principe, c'est que quand on est en test d'activité, on n'est pas en formation, on n'est pas en stage, mais on n'est pas non plus agriculteur ou agricultrice. On a un statut particulier, donc nous on utilise ce qu'on appelle le CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est un statut qui permet justement de se tester. Et donc on est dans une espèce d'entre-deux. Alors c'est un peu compliqué, la MSA a un peu du mal à comprendre de quoi on parle, même si depuis 2012 ils le reconnaissent, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est parfois complexe. Donc on a un statut assimilé salarié, donc on va
payer des cotisations sociales de salariés sur les revenus qu'on va réussir à dégager de son activité. Donc, ça veut dire qu'on va se créer des droits au chômage, par exemple, si on dégage du revenu, ce qui peut être intéressant dans le cadre d'un test d'activité où la personne n'est pas sûre de s'installer. Donc, si elle décide de se reconvertir derrière, elle aura des droits au chômage qui seront verts, donc ça peut être intéressant. C'est aussi un statut qui est intéressant parce que pour le coup, tant qu'on ne se rémunère pas et qu'on est en cap, on peut continuer à percevoir ses revenus sociaux, donc chômage, RSA, ce qui permet notamment sur la première année de test, souvent celle-là où c'est important, d'avoir quand même un revenu, de ne pas vivre de rien, ne pas vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche, mais d'avoir vraiment un revenu, alors un revenu qui peut être que le RSA, entre guillemets, mais enfin, il y a déjà ça, tant qu'on n'a pas réussi à dégager du revenu de son activité. Donc ça, c'est la partie couveuse. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fonction pépinière. Donc là, on va mettre à disposition des personnes donc ce fameux lieu test qui est équipé. Donc c'est du foncier, c'est du matériel, c'est les bâtiments, c'est tout ce qu'il faut pour produire. Il y a vraiment une ferme à disposition, je dirais, pour pouvoir produire. Et puis après, il y a tout un dispositif de suivi et d'accompagnement de la personne qui va se faire sur tout un tas de dimensions. On va faire de l'accompagnement sur des questions techniques. Alors, il peut y avoir des formations complémentaires. Je dis bien complémentaires parce que l'espace test n'est pas un lieu de formation. Quand on arrive en espace test agricole, c'est qu'on est déjà, entre guillemets, prêt à s'installer. On a déjà suffisamment de compétences pour être prêt à s'installer, sauf qu'on a envie de vérifier des choses avant de s'installer concrètement. Mais on doit être théoriquement capable de le faire, puisqu'on va mener son activité de manière autonome. Donc, on va proposer éventuellement des formations complémentaires en fonction des besoins sur des questions techniques, par exemple. Il y a souvent des formations autour des problématiques de comptabilité, gestion, donc tout ce qui est entrepreneuriat, gestion des investissements, commercialisation, ce genre de choses. Il va y avoir tout un accompagnement autour du projet en tant que tel, puisqu'on est quand même encore dans une phase d'évaluation de son projet. Donc, il y a un accompagnement qui va permettre aussi de vérifier un certain nombre de choses autour du projet. Et puis, il va y avoir tout un accompagnement qu'on appelle plus humain. Qu'est-ce que c'est qu'être agriculteur? Comment est-ce que je gère la cohérence entre mon projet de vie personnel, mon projet professionnel? Comment est-ce que j'arrive à articuler tout ça? Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, moi, je rentre dedans aussi toute une dimension d'insertion dans le territoire. Une des grosses difficultés des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, c'est de réussir à s'insérer dans l'écosystème local de l'agriculture. L'agriculture est un milieu particulier, il peut être extrêmement solidaire avec les gens qui sont dedans, il y a une grande solidarité entre les agriculteurs, mais pour rentrer, c'est pas évident. Donc tant qu'on n'a pas réussi à rentrer, il faut réussir à le faire. Quand on est issu du milieu agricole, qu'on a ses parents, grands-parents qui sont du territoire, qui sont agriculteurs, c'est pas très compliqué. Par contre, quand on est quand on est hors cadre familial, c'est souvent plus difficile. Et donc, le principe de l'espace test, c'est aussi de favoriser cette insertion en ayant un soutien, en fait, notamment un accompagnement par des agriculteurs locaux, etc., qui vont permettre à la personne, petit à petit, de montrer ce qu'elle est capable de faire, de s'insérer dans le territoire, de rencontrer des gens. La conséquence de ça, typiquement, c'est que nous, on voit des gens qui arrivent à trouver du foncier après une période de test d'activité, alors qu'avant, il n'y avait pas de foncier officiellement qui était disponible. Sauf que le réseau permet de trouver du foncier. Donc, on voit bien ce genre de conséquences-là. Et donc, tout ça, c'est assuré, cet accompagnement, il est assuré par différentes structures. Les espaces tests sont des dispositifs qui sont multi-acteurs, comme je le disais. Donc, il peut y avoir des établissements d'enseignement agricole, des collectivités, des associations de développement agricole et rural, des chambres d'agriculture, des coopératives d'activité et d'emploi. Enfin, ça dépend des territoires. Mais c'est multi-acteurs. Et donc, il y a toute une fonction d'animation, de coordination qui permet d'articuler les choses autour du projet de la personne. Je laisse passer la suite, s'il te plaît. Oui, juste 2 mots donc, pour insister là-dessus, sur cette diversité, je dirais. Donc, le RENETA, aujourd'hui, c'est 83 membres. Donc, on a 66 espaces tests agricoles qui sont en fonctionnement. Je pense que si tu passes la diapo suivante, on doit voir la carte, comme ça permettra peut-être de se faire une idée. Donc, aujourd'hui, ça, c'est les membres du réseau, les espaces tests, qui interviennent à des échelles très différentes. Certains espaces tests interviennent à l'échelle d'une petite collectivité, d'autres à l'échelle d'une région complète.
Donc c'est pour ça que la carte donne l'impression parfois qu'il y a un vide, notamment au milieu. En réalité, toute cette zone-là est couverte par des espaces qui fonctionnent à l'échelle régionale. Donc notamment la Bourgogne, l'Auvergne, la région centre ont des espaces qui fonctionnent à l'échelle régionale. Donc il n'y a qu'un seul point vert, mais voilà, il y a des lieux un peu partout. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, avec pas mal de projets aussi qui sont en cours régulièrement. Voilà, je te laisse passer la suite. Donc aujourd'hui, dans le Rhénétat, puisque les espaces du Rhénétat aujourd'hui, c'est à peu près 300 fermes, grosso modo, hein, des lieux de test, comme je disais. C'est à peu près 350 personnes qui sont actuellement en test. Un point important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 53% de femmes, ce qui est beaucoup en fait dans le paysage de l'installation, où les femmes sont loin d'être majoritaires, mais dans les espaces tests, pour le coup, on a 53% de femmes, donc on voit que c'est des outils, les espaces tests sont des outils qui semblent répondre en tout cas à des besoins rencontrés par les femmes qui s'installent. C'est 94% de hors cadres familiaux. Donc voilà, l'outil Espace Test a été dessiné au départ plutôt pour des gens qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Les tout premiers ont été montés soit par il y avait deux grandes mouvances, on va dire, une mouvance par les associations de développement agricole et rural, donc en l'occurrence les CIVAM, alors AFIP qui n'existe plus, mais qui est maintenant le réseau CIVAM, les ADR, qui avaient l'habitude d'accompagner ce public-là et pour qui il manquait un outil. Et puis par des enseignants de BPREA, justement, dont parlait Sarah, des enseignants de CFPPA qui se rendaient compte que après le BPREA, les gens n'étaient pas capables de s'installer parce qu'il manquait de pratique. Tout à fait ce que disait Sarah. Et donc c'est pour ça qu'ils ont monté aussi des espaces tests. Donc on a plutôt ce public-là, et pourtant on voit aujourd'hui qu'il y a quand même il y a 6% des gens qui sont des enfants d'agriculteurs qui viennent nous voir. Ce qui est assez surprenant, mais enfin, voilà, en général pour se lancer dans des projets un peu différents. On a donc depuis la création du réseau en 2012, on a à peu près 1900 personnes, presque 2000 qui sont passées par le test, sachant que on a grosso modo les 2 tiers qui s'installent, donc qui confortent leur installation à l'issue du test. Ce qui est intéressant, c'est que les installations qui se concrétisent sont des installations qui durent, parce que pour le coup, les gens qui se seraient plantés dans les premières années l'évitent grâce à l'espace test. C'est des gens qui vont plutôt abandonner leur projet si jamais vraiment c'est pas possible. Donc voilà, on a à peu près les 2 tiers, on a à peu près 10% qui vont s'orienter vers le salariat agricole, donc des gens qui ont envie de s'installer, qui ont envie de travailler l'agriculture, on va dire, mais qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a aujourd'hui en France un gros problème autour du salariat et un gros manque de salariat agricole, donc c'est intéressant d'avoir ça. On a à peu près 10% qui pour le coup abandonnent, se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Et puis le reste, c'est les 15% à peu près qui restent, sont les gens qui ont besoin de plus de temps, de clarifier un certain nombre de choses encore. Voilà, à droite, vous avez un peu tout ce qu'il est possible de tester, tout ce qui se teste. Donc, une majorité de maraîchage, mais voilà, aujourd'hui, on accueille du test dans tout un tas de choses. C'est très, très diversifié. Depuis tout type d'élevage, tout type de production végétale, avec aussi de plus en plus d'activités de diversification sur de la transformation de céréales, par exemple, ou de fruits, légumes, etc., pas mal de choses. Et puis, donc, la majorité des espaces sont en certifié agricole, certifié bio, pardon. Voilà, c'est pas le cas de tous. Les espaces membres du Rhénétat sont des dispositifs qui doivent être plutôt en agroécologie, je dirais, mais pas forcément avec une certification bio. Tout le 86%. Voilà pour ça, et je crois qu'après ça, je dois avoir fini exactement, à peu près dans les temps. Voilà. Et donc, je passe la parole à Élise pour la partie sur la recherche de foncier, qui est la dernière étape, on va dire. Oui, et super. Merci Jean-Baptiste, merci Sarah. Donc je vais prendre la main pour la dernière partie de ce webinaire aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de FEV, qui aujourd'hui est une solution pour rechercher et pour financer l'exploitation sur laquelle, après avoir fait le compagnonnage et un espace test agricole, on peut concrétiser. Aujourd'hui, du coup, FEV, on propose un double outil pour répondre à cet enjeu-là de financement. Le premier outil, c'est ce que vous avez là. On l'appelle La Grange. Concrètement, en fait, on a développé une plateforme Internet, un site Internet, à disposition des porteurs de projets qui veulent s'installer
et sur lequel on trouve une somme d'outils, de ressources pour structurer son projet et notamment pour rechercher du foncier. C'est la partie que vous avez ici à gauche de l'écran où en fait on a développé un outil de recherche de ferme sur lequel vous avez plusieurs choses. Vous avez premièrement une centralisation d'annonces de plein de sites qui publient des annonces de fermes à reprendre. Donc il y a la SAFER, il y a le RDI, c'est potentiellement les plus connus. Mais vous avez aussi potentiellement d'autres annonces disponibles. Donc un outil pour vous permettre de centraliser un peu tout ça et de potentiellement classer des annonces, faire des alertes, mettre des choses en favoris, etc. Cet outil-là, c'est un peu notre outil phare sur la grange, notamment parce que voilà, dans tout ce qu'on a présenté aujourd'hui et dans la complexité du parcours d'installation, bah, effectivement, la recherche de foncier est une étape qui permet d'aller jusqu'à la concrétisation et qui est assez centrale et qui, comme l'a dit Jean-Baptiste, étant donné la particularité du milieu agricole, qui peut être assez difficile aussi à obtenir. Donc vous avez voilà, premièrement, une centralisation d'annonces et deuxièmement, l'idée c'est que chez FEV aussi, je vais vous montrer un peu le mécanisme tout de suite après, mais chez FEV, on a une solution de financement qui peut vous aider aussi juste à l'étape d'avant de recherche de foncier. Dans le sens, en fait, nous, FEV, on est aussi à la recherche de fermes qui sont à reprendre sur les territoires. Et pour celles qui n'ont pas de repreneur identifié, et ben, potentiellement, on a aussi notre système d'annonce. Et donc, on peut publier une annonce, la communiquer. Et si jamais vous êtes sur la grange et si vous avez connaissance de cette annonce-là, eh ben, vous pouvez postuler. Et si jamais votre projet est sélectionné, à ce moment-là, vous avez le financement que je vais vous présenter tout de suite après. Donc voilà pour la première mouture qui est la grange avec la partie recherche de foncier. Ici, vous avez du coup le deuxième outil qu'on travaille beaucoup chez FEV actuellement, c'est cet outil de foncière solidaire. Donc une foncière concrètement, c'est un fonds dans lequel on collecte de l'argent. Aujourd'hui, on collecte de l'épargne citoyenne, donc ça veut dire que c'est des particuliers comme vous et moi qui décident à un moment de placer un petit peu de leur argent dans notre fonds, de leur épargne dans notre fonds. Et donc du coup, la somme de tous ces investissements permet d'avoir de l'argent. Et donc on se sert de cet argent-là pour acheter des fermes et pour installer des porteurs de projets dessus. La mécanique, enfin le mécanisme, on l'appelle de la location avec option d'achat, dans le sens où en fait, FEV, donc la foncière est acheteur de la ferme, donc elle en est propriétaire. Et la personne qui s'installe d'abord en location, avec un système de bail et de fermage assez classique dans le milieu agricole. Et la particularité, c'est que cette personne-là peut après, si elle le souhaite, et quand elle le souhaite, racheter pour devenir propriétaire à son tour. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle du coup de location avec option d'achat. Sarah. Je vous montre ici juste le schéma un peu du fonctionnement pour que vous l'ayez. Je ne vais pas forcément rentrer 100% du détail, mais en gros, ce qu'il faut retenir, je commence la lecture en bas à gauche. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc FEV a connaissance de fermes qui sont à reprendre. Sur la grange, vous avez des fermes qui n'ont pas encore de repreneur. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que si jamais vous identifiez et vous visitez une ferme qui vous intéresse, sur laquelle vous souhaitez vous installer, vous pouvez nous solliciter en disant, ben voilà, j'ai trouvé cette ferme-là, est-ce que vous pouvez me la financer? Et à partir de ce moment-là, FEV étudie le projet du porteur de projet sur la ferme en question. Donc c'est mon point numéro 2. Et notre rôle, du coup, chez FEV, c'est de proposer à la foncière, donc au fond, en point numéro 3, le projet à financer. La foncière est alimentée par des citoyens, comme j'ai dit tout à l'heure, en point numéro 4. Et du coup, FEV et la foncière évaluent le projet et valident un financement qui permet ensuite d'acheter la ferme et d'installer le porteur de projet, en points 5 et 6. Je vais vous parler des critères tout de suite après, mais juste pour finir sur cette diapo-là, les points 7, 8 et 9 concernent vraiment un peu le modèle économique que vous aurez comme ça pour information. L'idée, en fait, c'est que le principal critère, c'est que quand on parle de financement, que ce soit auprès des circuits classiques, des banques ou des financements alternatifs tels que FEV, on va forcément vous demander d'avoir un certain apport personnel pour pouvoir solliciter du financement à intégrer et à mobiliser dans votre projet. Donc nous, l'apport personnel, il se matérialise par 2,5% du montant de la ferme qu'on investit, qu'on achète. Et ensuite, en termes de modèle économique de FEV, en point numéro 9, on fonctionne sur un système de commission. Si je schématise, c'est un petit peu comme une agence immobilière, où l'idée, c'est que la foncière nous reverse une commission de 5% à FEV pour rémunérer le travail qu'on fait d'analyse et d'étude des dossiers. Voilà sur cette partie-là.
Ensuite, vous montrez un petit peu donc concrètement la location avec option d'achat, quel peut être un peu des avantages à solliciter ça et à vous lancer. On a beaucoup parlé un peu effectivement de tests avec Jean-Baptiste, notamment parce que voilà, s'installer dans l'agricole, c'est un gros investissement. Il y a le foncier, donc, dont je parle depuis tout à l'heure, la ferme et les terres et les bâtiments. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres investissements que vous allez avoir, potentiellement du matériel, potentiellement du cheptel, un labo de transformation, des clôtures, enfin voilà, etc., etc. Donc le plan de financement va avoir plein de lignes et en fait, l'idée de solliciter fait va vous permettre de réduire l'endettement à l'installation en allégeant cette ligne d'achat de la ferme et en partant sur un système de location, bah, du coup, vous allez beaucoup réduire votre endettement et ça va vous permettre de démarrer un peu progressivement, sereinement et de concentrer vos investissements vraiment sur l'outil de production. Donc, vous allez louer la ferme avec un loyer et vous allez pouvoir acheter matériel, cheptel, ce qu'on appelle l'outil de production, et du coup concentrer les investissements sur ça. Potentiellement, quand vous allez faire un dossier de financement auprès d'une banque et quand vous présentez le fait que vous avez, entre guillemets, plus que l'outil de production à financer, et bah, tout de suite, voilà, ça peut faire aussi effet levier au niveau de la banque et concrétiser une installation de façon plus certaine et plus sereine. Le point numéro 3 permet de sécuriser l'accès au foncier. De sécuriser l'accès au foncier. L'idée, c'est que voilà, en vous installant en location d'abord, vous avez un acteur derrière vous qui connaît le milieu agricole et qui connaît l'écosystème dont a parlé Jean-Baptiste et qui du coup peut faire aussi effet levier auprès de pas mal d'acteurs de l'écosystème agricole et qui vous sécurise puisque vous avez cette partie de financement qui est assurée, comme je le disais juste avant. Pour info, on part sur un bail rural de 25 ans qui est signé avec vous au moment des acquisitions. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui est assez protecteur de l'agriculteur qui s'installe en l'assurant que la ferme ne sera pas vendue à quelqu'un d'autre que lui, in fine. L'option d'achat, je vous l'ai dit, c'est vraiment une option. Ça vous est laissé à votre libre choix. Vous pouvez acheter si vous le souhaitez, vous pouvez acheter quand vous le souhaitez, et surtout, vous pouvez ne pas acheter si jamais vous n'en avez pas envie ou pas la possibilité. Et ensuite, en termes de prix, aujourd'hui, on travaille avec une formule de rachat qui donne accès à une décote sur le prix. Juste rapidement, l'idée, c'est que bah, chaque année, vous le savez, le prix des terres agricoles évolue. Et donc, si vous voulez racheter la ferme dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à ce moment-là, nous, on va refaire une expertise qui vous donnera le prix de marché de la ferme et vous aurez accès à une décote sur ce prix-là. Voilà pour la partie location avec option d'achat. Et ensuite, sur la partie de droite, juste pour faire un petit point sur ce qu'on fait en plus chez FEV en termes d'accompagnement. Donc, nous, aujourd'hui, on est une structure un peu plus jeune que Reneta, forcément. On a 6 ans d'ancienneté. Mais l'idée, c'est qu'on peut adresser des projets sur l'ensemble du territoire. Et notre rôle un peu transverse de futurs propriétaires de la ferme permet de faire le lien et de mobiliser toutes les parties prenantes qui gravitent autour d'un projet d'installation. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans ou que vous allez l'être bientôt, mais vous allez vite vous rendre compte que à la fois côté formation, côté expérience, côté montage de projet, toutes les démarches administratives, juridiques, techniques, etc., que vous allez être amené à faire, vont faire que vous allez être en contact avec plein, plein, plein de gens. Et nous, comme on est vraiment sur la partie financement du foncier, ben, on est forcément aussi amené à échanger avec ces gens-là. Donc, vous allez pouvoir voilà, avoir un lien un peu transverse avec toutes ces personnes. Le dernier point concerne juste le suivi après l'acquisition, où en fait l'idée c'est de se dire que FEV va être donc le propriétaire de votre future ferme et donc va gérer les relations de propriétaire à locataire, si j'ose dire. Mais ça va un peu plus loin que ça. Et l'idée, c'est qu'on a cœur un peu à suivre les personnes qui sont installées avec nous. Surtout parce que, pareil, comme l'ont dit Sarah et Jean-Baptiste, on sait que les premières années d'installation sont un peu les années charnières. Et donc, l'idée, c'est que ce rôle-là de propriétaire nous permet aussi d'avoir un suivi après l'acquisition qui soit un petit peu transverse et qui vise un peu à être à l'écoute des personnes et à faire remonter leurs besoins de tout ce qu'elles rencontrent comme sujet au cours de ces premières années d'installation et pour potentiellement après faire le lien avec d'autres structures. Ça peut être celle dont on a parlé aujourd'hui et ça peut être
plein de choses sur le côté technique, juridique, administratif, etc. Cette fois-ci, c'est bon, Sarah. L'autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur FEV, c'est un peu les critères de financement que vous avez ici résumés. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, aujourd'hui, on ne finance pas tous les projets ni toutes les fermes. Donc, vous avez ici, en gros, les points qui sont un peu saillants. À gauche, la partie projet, la partie projet profil de la personne qui s'installe. Donc, le premier point, nous, on parle de vocation, on parle d'agroécologie dans les installations qu'on fait. Ça a un peu aussi été évoqué juste avant. Alors, l'agroécologie, c'est un terme hyper général derrière lequel on peut mettre plein de choses. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit une charte qui précise un peu du coup ce qu'on entend à titre personnel par agroécologie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, aujourd'hui, on est sur des projets en bio, en agriculture bio exclusivement dans ce qu'on finance. Point numéro 2, point numéro 3, c'est ce dont on a parlé un peu juste avant. Donc voilà, l'expérience et les compétences du porteur de projet, hyper important, indispensable. Voilà, Sarah et Jean-Baptiste en ont longuement parlé. Connaître le métier, avoir expérimenté, avoir mis les mains dans la terre et vraiment tester le métier permet de voilà, s'assurer qu'effectivement, bah, on a envie de s'installer. Et nous, en tant qu'organisme en tant qu'organisme qui valide le financement, bah voilà, notre rôle, c'est aussi de s'assurer que la personne, effectivement, elle connaît le métier et elle est certaine de se lancer là-dessus. Donc, nous, on parle d'une année d'expérience et de capacité agricole. Le point suivant, ça concerne le fait qu'on analyse du coup des projets qui sont chiffrés et qui sont viables économiquement sur la ferme sur laquelle on est sollicité pour l'achat. Donc voilà, on demandera à ce que la personne soit accompagnée et qu'elle ait fait un chiffrage et un prévisionnel économique sur son projet. Et le dernier point, j'en ai parlé, concerne l'apport personnel. Donc, quand vous allez chiffrer votre projet et faire votre plan de financement, vous allez solliciter, donc, comme je vous le disais, plusieurs financeurs, donc potentiellement plusieurs sources de financement à aller trouver, et donc des sommes qui peuvent s'ajouter. Vis-à-vis de FEV, nous, on vous demandera cet apport personnel de 2,5%, qui du coup, donc c'est 2,5% du montant de la ferme à financer. Donc c'est hyper variable selon la ferme sur laquelle vous souhaitez vous installer. Mais en tout cas, côté FEV, c'est notre fonctionnement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, en allant chercher aussi d'autres financements sur du matériel, sur du cheptel, vous allez trouver potentiellement plein d'autres aides auxquelles vous serez aussi éligible. Mais dans tous les cas, voilà, un apport personnel, tout dépend du montant, mais un apport personnel pourra vous être utile. Sur la droite, vous avez la partie ferme qu'on achète. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que donc nous, chez FEV, on peut acheter des terres et on peut aussi acheter des bâtiments et vous mettre tout ça en location. Aujourd'hui, nous, on ne fait pas des toutes petites surfaces, donc c'est là où ça peut être aussi un peu complémentaire que de ce que Jean-Baptiste et Sarah ont expliqué. Nous, on est plutôt sur des fermes de taille intermédiaire avec des enveloppes qui démarrent voilà, autour de 100 ou 200 000 euros minimum d'investissement. Ça dépend beaucoup des projets, ça dépend beaucoup des secteurs géographiques aussi dans lesquels vous êtes, avec des prix à l'hectare qui peuvent être hyper changeants selon qu'on soit dans le nord ou dans le sud de la France. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on est sur ces ordres de grandeur-là, au moins 200 000 euros en cas d'installation et 100 000 euros en cas de consolidation. Je disais qu'on pouvait acheter des bâtiments. On est toujours attentif, bien sûr, à la répartition de valeur entre la part des bâtiments et la part des terres. Donc, c'est le point numéro 3 que vous avez ici. Et ensuite, voilà, on va analyser la ferme de toute façon un petit peu au cas par cas, en regardant notamment le foncier groupé, l'accès à l'eau, la proximité des bassins de vie, si vous voulez faire du circuit court, enfin voilà, etc., etc. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'analyse. Voilà pour les critères. Et puis après, juste deux petits mots pour vous dire que... c'est bon, Sarah? Voilà pour les critères. Et donc après, juste deux petits mots pour vous dire que voilà, aujourd'hui, nous, on a 6 ans d'existence. Donc, on a installé un peu plus de 40 fermes sur tout le territoire. Ça représente un peu plus de 60 agriculteurs agriculteurs et agricultrices installés avec nous. Et donc, en face, on collecte de l'épargne citoyenne et aujourd'hui, on a atteint les 40 millions d'euros collectés. Ça ne veut pas forcément dire que tout l'argent a été investi dans les fermes, hein, forcément. On a aussi un enjeu
à collecter en avance, si j'ose dire, pour pouvoir financer les prochains projets qui vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. C'est bon. Voilà. Et donc, dans ce fonds dont je vous ai parlé, majorité d'épargne citoyenne, donc avec des particuliers, des citoyens comme vous et moi. Et puis, aujourd'hui, on a quelques investisseurs qu'on appelle institutionnels qui nous suivent aussi, qui permettent de financer vos futures fermes. Voilà, avec des fonds et des banques qui nous suivent aussi au sein de la foncière. Et pour finir, je te laisse passer, Sarah. Et pour finir, je vous ai mis du coup le lien de Lagrange qui va faire ma petite conclusion. Voilà, donc vous avez ici le lien de Lagrange dont je vous ai parlé au tout début, qui peut vous permettre à la fois de nous solliciter si vous avez identifié une ferme, ou alors de vous aider à en chercher une si vous êtes sur cette phase-là. Et je vous ai mis à la fin le contact de moi et mon collègue qui sont vos interlocuteurs si jamais il y a des questions. Et voilà, je m'arrête ici de mon côté. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir présenté déjà et puis d'avoir écouté tout le monde. C'était très clair, donc merci pour ça. Alors pour le moment, il y a deux questions. Une première d'Alexandre qui s'adresse plutôt à Sarah. Donc bonjour, concernant le parcours BPREA compagnonnage, quels sont les BPREA concernés par le partenariat? Ouais, alors on en a 4 différents en France. Il y a assez peu de CFPPA qui proposent des BPRA en 100% distanciel. Aujourd'hui, c'est plutôt en général de l'hybride avec certains regroupements, donc du présentiel et du distanciel. Aujourd'hui, et pour la session 2026, comme je le disais, on en a 4. Donc, on a le CFPPA du Robillard en Normandie, avec un BPRA en maraîchage et en PAM qui est proposé en partenariat avec Ferme d'Avenir. Et donc, ils ont adapté spécifiquement leur BPRA pour qu'il soit compatible avec le compagnonnage et les 7 mois de formation. On a également le CFPPA de Naturapol, toujours en Normandie, et pareil sur du BPRA maraîchage, PAM, et également sur le BPRP-LFFP. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom un petit peu barbare, mais c'est également un diplôme qui donne la capacité agricole. En fait, c'est sur alors vous avez moins la partie gestion d'entreprise, mais c'est sur la production légumière, fruitière, pépinière et florale, donc c'est pour des projets assez diversifiés. Et ensuite, on a 2 autres CFPPA, celui de Ariège-Comminges qui propose maraîchage et PAM, et celui de Onde qui propose uniquement un BPRA en maraîchage. Et pourquoi on en propose plusieurs? Pour laisser le choix à nos compagnons et compagnonnes, il y a des différences de coûts. Le moins cher est à 3 000 euros, le plus cher est à 5 000. Alors, c'est des différences de coûts qui se justifient en termes d'accompagnement, de contenu pédagogique. Mais aussi, après, le choix, il peut se faire en fonction des UCAR. Donc, les UCAR, vous le savez peut-être, c'est les cours à option dans les BPRA. Et si vous avez envie, je ne sais pas, par exemple, de choisir une UCAR apiculture, elle n'est pas forcément présente dans tous les BPRA. Donc, ça peut peut-être aussi orienter vos choix, votre choix, d'où cette diversité et ces 4 partenariats qu'on propose. Merci. Ensuite, on avait une question de Élise. Est-ce que le compagnonnage de Ferme d'Avenir est payant? Si oui, est-il finançable par le CPF? Oui, c'est une formation payante, effectivement. Le compagnonnage, il n'est pas finançable par le CPF. La partie BPRA peut l'être si vous êtes en double cursus. En revanche, c'est une formation, le compagnonnage, qui peut être financée par France Travail. Alors, même si on est dans un contexte politique et économique compliqué, comme vous le savez, donc les financements publics en général ont connu une baisse très importante depuis 2 ans et les financements d'aide à la formation France Travail sont très fortement touchés. Mais c'est possible quand même d'avoir un financement France Travail. Si vous êtes inscrit à France Travail, demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi, vous pouvez solliciter un financement. Après, il faut monter un dossier, faire une lettre. Enfin voilà, c'est pas sûr que le financement aboutisse, mais il est possible. Et si jamais vous n'avez pas ce financement France Travail, nous, on propose un tarif euh,
pour faire en sorte que la formation compagnonnage reste la plus accessible possible. Il y a déjà suffisamment de barrières à l'entrée dans le monde agricole, donc l'idée c'est que la formation, voilà, en tout cas que le coût soit pas un frein. Donc on la propose à 1 500 € et vous pouvez étaler les paiements tout au long de la formation. Donc vous pouvez payer en 3 fois, en 10 fois si besoin pendant les 7 mois de formation. C'est quelque chose d'important qu'on met en avant, nous, en tant qu'association, parce que une place de compagnonnage, le coût réel, c'est à peu près 8 000 à 9 000 € pour nous, pour notre structure. Et donc, pourquoi on arrive à la proposer à 1 500 aux personnes en autofinancement? Parce l'équipe fait un gros travail d'aller chercher des financements, des subventions publiques et privées, pour abaisser ce coût au maximum. Merci. Question cette fois pour Jean-Baptiste. Avez-vous des informations concernant la création de l'espace test du Morbihan 56? Oui, alors dans le 56, si je dis pas de bêtises, ce qui est monté, c'est une SIAP, donc coopérative d'installation d'agriculture paysanne, donc les SIAP sont des structures qui sont aussi dans le réseau des ADR, donc qui sont liées à la Confédération paysanne, qui proposent parmi leurs outils des espaces tests agricoles, des modalités de test, soit sur du test d'activité sur des lieux tests permanents dont je parlais, qui s'appellent les espaces tests, soit sur du portage temporaire d'activité, donc nous on appelle plutôt du test d'activité sur des lieux éphémères. Enfin bref, tout ça c'est du test. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui il y a un lieu de test dans le 56 qui fonctionne déjà et qui est plutôt géré par la SIAP des Pays de la Loire, en fait, qui est un peu la SIAP mère, on va dire, de la constellation des SIAP qui existe dans l'Ouest. Et donc voilà, il y en a un qui est porté par la SIAP Pays de la Loire. Donc ça veut dire que pour l'instant, il vaut mieux se rapprocher d'eux ou contacter directement la SIAP 56 qui fera la mise en lien et qui verra ce qu'il est possible de faire. Donc les choses sont en train de se construire progressivement, mais avec l'avantage d'avoir notamment à la SIAP 56 une personne qui a été pendant longtemps accompagnatrice d'un espace test en Île-de-France, donc Maëla Naël, qui a travaillé aussi pas mal sur l'installation en collectif, et qui est qui fait partie de l'équipe qui a monté la SIAP 56. Donc elle connaît bien le test. Donc ça peut être intéressant aussi d'en parler avec elle éventuellement. Merci. J'ai une question de Laura, je pense adressée à toi, Élise. Bonjour, l'apport personnel de 2,5% est à partir du moment où l'installé souhaite acheter la ferme. Point d'interrogation. Oui, merci Laura. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra apporter au moment de la transaction, si j'ose dire, donc au moment de l'achat, donc juste avant votre installation. Ça peut être financé par de l'apport personnel direct, ça peut potentiellement être financé par un prêt bancaire. Il faut juste s'assurer d'agencer les calendriers et on vous accompagne aussi pour ça. Mais du coup, voilà, ce sera une somme qu'il faut apporter un peu comme au moment d'un appel de fonds d'un notaire quand on fait un achat un peu classique, quoi, juste avant l'acquisition. Très bien. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Je vois Frédéric qui est en train d'écrire, donc il y en aura peut-être une nouvelle bientôt. Est-ce que quelqu'un a encore une question à nous adresser? Frédéric, j'essaie de vous ouvrir votre micro si vous voulez adresser votre question à l'oral. Ah, alors bonjour, pouvez-vous répéter le nom de l'autre BPREA afin de valider le droit à l'installation agricole? C'est pour toi, Sarah. Ah oui. Et ensuite, deuxième question, ce sera le compagnonnage ne concerne-t-il seulement que le maraîchage et les PAM finalement? Alors, l'autre formation qui donne la capacité agricole, c'est le BPRP-LFFP. On peut peut-être le mettre dans le chat. Là, j'ai encore l'écran en partage, donc je ne peux pas, mais on va vous l'écrire. Donc, c'est le brevet professionnel de production légumière, fruitière, florale et en pépinière. Voilà, donc il n'est pas présent dans tous les CFPPA, mais en tout cas, la grosse différence avec un BPRA, donc c'est que vous n'avez pas
pas cette partie, ce gros bloc gestion d'entreprise comme dans un BPREA, mais il y a beaucoup plus de périodes de stage dans le BPRP, LFFP que dans un BPREA. Donc un peu moins de cours théoriques, plus de stages et c'est pour des projets plus diversifiés. Voilà, donc en fonction de votre projet, de vos besoins, ça peut être intéressant aussi. Et la deuxième partie de la question, c'était... Est-ce que le compagnonnage ne concerne que le maraîchage Ah et les oui, femmes? eh ben, pour l'instant, oui. On n'est pas, on se freine pas dans l'idée, dans les prochaines années, de développer d'autres parcours. C'est en projet, notamment sur la pépinière pour fin 2026. Donc, ça serait un troisième parcours et pourquoi pas un jour avoir un compagnonnage en élevage ou en grande culture ou que sais-je. Après, pour actuellement tout ce qui est ferme en maraîchage, c'est des fermes très diversifiées. J'ai pas trop parlé des modèles de ferme, mais qui ont quasiment tout le temps des ateliers complémentaires au maraîchage. Euh, Ce sont des micro-fermes ou des fermes de taille moyenne, je dirais. Mais oui, on a de l'élevage, petit élevage, caprin, ovin, poules pondeuses. Ce sont des fermes qui font beaucoup d'agroforesterie, qui font parfois de la transformation, qui font des grandes cultures aussi. On en a une dans le compagnonnage maraîchage qui est aussi un atelier grande culture. Donc voilà, c'est quand même des fermes très diversifiées. Et côté PAM, bah, c'est un peu différent. On a quelques ateliers complémentaires, mais ce qui fait la diversité du parcours PAM, bah, c'est la transformation hein, en PAM qui est très variée. Donc, on a des fermes qui font de la distillation, uniquement des plantes sèches, des cosmétiques, un peu de tout à la fois, des alcools aussi. Voilà. Merci. Ensuite, alors on a une question d'Alexandre. Pour les ETA, est-ce que les personnes s'installent généralement dans la région où elles ont fait leurs ETA? Oui, la majorité des gens qui s'installent sur le territoire où ils ont fait leur test. C'est tout l'enjeu en fait. Enfin, c'est un des enjeux du test aussi, c'est de permettre aux personnes de progressivement créer leur réseau localement, notamment un réseau de commercialisation. Hein. Elles créent leur circuit de commercialisation, elles vont créer leur réseau de partenaires, etc. Donc l'enjeu, il est de pouvoir s'installer sur le territoire. Parfois, c'est pas le cas pour plein de raisons. On a des gens qui, pour des raisons de vie, vont aller s'installer ailleurs. Bon, le fait de s'être testé, d'avoir déjà créé des choses, fait qu'ils vont recréer des choses sur le nouveau territoire plus facilement, je dirais. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de pouvoir s'installer localement. Très bien, merci. Question de Maëlys. Comment entrer en contact avec vos structures si on veut démarrer un de vos programmes, soit la formation, soit l'espace test, soit l'accès au foncier? On fera un mail de toute façon à la fin du webinaire où vous aurez le replay et nos coordonnées aux trois. Donc Exactement. Voilà. Ouais, moi je rajouterais juste peut-être pour les espaces tests, c'est vrai ça vaut le coup d'aller les contacter directement, ceux du territoire où vous êtes. Donc là, il y a une carte sur notre site internet sur laquelle il y a ces infos-là. Je vais mettre aussi dans le chat le site internet Passerelle Paysanne dans lequel il y a une cartographie aussi des acteurs qui peut être intéressant. Donc ça peut valoir le coup de regarder aussi, il y a pas mal d'infos. Ça peut éventuellement vous être utile pour ceux qui veulent voir ça. Voilà. C'est des pistes en plus du reste. Très bien, merci. Alors, de nouveau, une question pour toi, Sarah, concernant le compagnonnage ferme d'avenir. Comment s'organise le choix des fermes visitées pour les compagnons durant la formation, entre parenthèses, au sein des fermes en partenariat? Oui, c'est une très bonne question qui est très souvent posée par les candidats et candidates. Donc nous, on a un groupe de fermes, donc je disais à peu près 12 en maraîchage et une dizaine en PAM. Donc ces fermes, comme je l'expliquais pendant ma prise de parole, elles sont sélectionnées sur plusieurs critères par l'équipe Ferme d'Avenir pour leur performance économique. C'est des fermes viables, c'est des fermes qui vont très loin dans leur démarche agroécologique, qui sont toutes en bio. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc qui sont à minima en bio, mais qui vont beaucoup plus loin dans leur démarche. Hein. On a des fermes en non-travail du sol, MSV, conservation des sols, qui font de l'agroforesterie, etc.
etc., etc. Et c'est des fermes ancrées sur leur territoire, qui font vivre leur territoire, qui sont des fermes très ouvertes aussi sur leur territoire. Et dans ce groupe de fermes-là, comment les compagnons sont répartis sur leurs 3 fermes? Alors, les compagnons et compagnonnes ne choisissent pas nominalement leur ferme, sinon ça serait un petit peu compliqué à gérer pour l'équipe. C'est moi, en fait, en tant que responsable de programme, qui vous positionne sur 3 fermes en fonction de votre projet professionnel et de vos vœux de parcours. C'est quelque chose sur lequel on revient en entretien de motivation et on essaye de vraiment creuser quel est votre projet, même si au stade de la formation, c'est parfois encore un peu flou, mais quelles sont vos envies et quels sont les différents critères importants pour vous. Ça peut être des critères géographiques, ça peut être des critères sur les ateliers complémentaires au maraîchage ou aux PAM ou sur les types de transformations que vous avez envie de voir. Ça peut être, certains compagnons le disent à chaque fois, moi, peu importe, j'ai envie de tout voir et des fermes très variées, très diverses dans leur modèle. Donc voilà, donc c'est très individualisé, pardon, parce qu'on colle le plus possible à votre projet, vos envies et à ses critères et ses vœux de parcours. Mais vous ne choisissez pas nominalement vos fermes, sinon ça serait un peu trop compliqué à gérer. Mais on le dit souvent, pour finir là-dessus, toutes les fermes du compagnonnage sont très intéressantes et ont beaucoup de choses à apporter en termes d'apprentissage. Je le disais, la sélection, des fermes, elle est très exigeante de notre part. Et donc parfois, il y a des compagnons qui vont, sur leurs 3 fermes, qui vont voir. Il y en a 2 qui avaient vraiment envie de voir parce que ça correspondait à leur vœu de parcours. Et une troisième où, bon, ils se disent, ouais, c'était pas forcément le type de ferme que j'avais envie de voir. Et finalement, une fois qu'on y est et qu'on y passe plus de 2 mois, on se rend compte qu'il y a toujours plein de choses à apprendre et que ça remet parfois un peu en cause notre projet initial. On se dit, ah tiens, j'avais pas pensé à ça et finalement, je pourrais peut-être l'intégrer dans mon projet ou même se dire, ah ben tiens, la ferme, elle fait telle chose comme ça. C'est intéressant, mais moi, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Parfois, c'est aussi se dire, soit ça nous conforte dans nos idées, soit ça nous dit, OK, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est déjà un choix aussi d'éliminer ce qu'on veut pas faire. Donc, euh, donc voilà. Claire, merci Sur, beaucoup. sur cette question-là des choix des fermes et du fait d'aller voir d'autres choses, c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de se laisser la possibilité d'explorer autre chose. On se rend compte Ouais. que ça ouvre des perspectives. Nous, on le voit sur le test où il y a des lieux tests collectifs, il y a des gens qui font pas forcément les mêmes activités, qui travaillent différemment et qui découvrent aussi des choses. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne option, cette ouverture-là, je trouve. C'est intéressant. Mm. Et c'est vrai que le profil type un peu des candidates et candidats à l'installation, en tout cas quand ils sont assez en amont au début de leur parcours à l'installation, on a parfois beaucoup d'idées reçues. Nous, on le voit en entretien, l'immense majorité des candidats et candidates veulent faire tout en manuel, pas de mécanisation, pas de travail du sol, très diversifié en collectif. C'est un peu les projets types. Et sauf qu'on se rend compte que c'est pas toujours possible. Le travail du sol ou non travail du sol, ça va dépendre finalement du territoire, enfin du foncier que vous allez trouver au final. Parfois, le sol, il faudra le travailler parce qu'il n'y a pas le choix de faire autrement. La mécanisation, c'est un choix très engagé et de se dire non, moi, j'en veux pas ou je veux limiter au maximum. Mais aussi, on se rend compte que le métier d'agriculteur, il est très physique et que passé un certain âge, vers 40 ans, en fait, on se rend compte que c'est bien d'avoir un peu de mécanisation et de s'économiser aussi. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on remet en cause au cours de son parcours d'installation et notamment pendant la formation. Donc je, je plus sois ce que tu dis, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Je rebondis en même Ah, juste si je peux Ouais. rebondir une dernière fois, mais bien sûr. effectivement, nous, j'ai parlé d'une année d'expérience aussi auquel on est attentif chez FEV et du coup, cette année d'expérience qu'on demande fait qu'on échange avec des gens qui sont à des stades d'avancée hyper variés, avec des gens qui sont ouvriers agricoles depuis 10 ans et qui veulent s'installer, et à la fois des gens qui ont quitté leur emploi d'avant il y a une semaine et qui se posent des questions. Et du coup, je suis assez alignée et plus on a des gens qui ont
mis les pattes et mis les mains dans le secteur agricole et qui sont allés sur plusieurs fermes, qui ont travaillé dans plusieurs endroits et voilà, se sont rendus compte de plein de choses différentes. Voilà, plus ils ont fait ça, plus ces gens-là sont aussi savent où ils veulent aller et savent structurer un projet et ont des facilités aussi derrière à le concrétiser quand on part quand on arrive à des étapes un peu aval qu'on traite nous chez FEV. Donc ouais, c'est effectivement très intéressant de multiplier les expériences et du coup ça fait très sens d'avoir à la fois le compagnonnage ou à la fois un espace test, quoi. Totalement. Petite question de Frédéric. Où pourrions-nous trouver toutes les ressources des organismes et acteurs en lien avec l'installation agricole? Alors déjà, dans le mail de replay, on va renvoyer vers nos 3 sites respectifs. Donc, il y aura déjà pas mal de ressources en lien avec l'installation. Côté Ferme d'Avenir, on a aussi un programme dédié aux porteurs de projets agricoles et candidats à l'installation qui s'appelle Graines d'Avenir, dont on pourra vous partager le lien aussi. Plus largement, on a mentionné la Grange de Fèves tout à l'heure, qui est quand même une plateforme ressources, pas forcément dédiée qu'à la problématique de l'installation, mais à plein d'autres thématiques aussi. Pour moi, Elise, si je dis des bêtises. Pour le reste, je ne sais pas si vous avez en tête un site ressource à suggérer. Jean-Baptiste, tu parlais de Passerelle Paysanne, où il y a pas mal d'organismes qui sont référencés, pas tous, mais Ouais. et c'est toujours difficile de trouver un site où il y a vraiment tout, absolument tout. On est plein de structures ou associations agricoles et on travaille plus ou moins en lien, de proche ou de loin. Ouais, peut-être vous voulez compléter, vous avez d'autres idées? En fait, ce qui est important, c'est dans la mesure du possible, si vous connaissez déjà le territoire sur lequel vous allez vous installer, c'est là qu'il faut aller chercher l'information. C'est-à-dire que l'information, elle est pertinente localement. Donc, vous allez aller à ce moment-là au point accueil installation, typiquement, Futur France Service Agriculture, en fonction de voilà, quand est-ce que vous y irez, qui est censé recenser tous ces acteurs-là et qui est censé vous donner l'information sur tous ces acteurs qui sont présents. Donc, normalement, c'est ça votre entrée numéro 1, je dirais. En plus des différents sites internet, effectivement. Au niveau national, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a monté avec plusieurs partenaires ce site Passerelle Paysanne, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, ont eu des volontés de reconversion professionnelle, d'aller vers l'agriculture, qui ne savent pas forcément sur quel territoire. Donc, le site, il a vocation plutôt à permettre à ce type de public-là de pouvoir aller explorer sur les différents territoires certains des acteurs qui sont présents. Mais voilà, je dirais que l'important, il est vraiment d'essayer de voir localement. Donc, la question va se poser de savoir si vous savez déjà vers où vous voulez aller ou pas. C'est surtout ça, en fait. Merci beaucoup. Je vois que Frédéric est en train d'écrire. Est-ce qu'en attendant, quelqu'un d'autre a une question? Je ne crois pas en voir d'autres dans le chat. Je regarde un petit peu partout. Sans que non. Voilà, je vais vous rouvrir votre micro. Voilà, votre micro est ouvert si vous voulez adresser la question à l'oral. Et non, Frédéric ne connaît pas le territoire pour le moment, mais un grand merci pour nos réponses. Alors, dernière question de Tristan concernant encore une fois le compagnonnage. Donc, c'est pour toi, Sarah. Y a-t-il une possibilité d'entrer en contact avec d'anciens compagnons qui auraient donné leur accord au préalable? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qui est souvent demandé par les candidats et candidates, notamment, enfin beaucoup sur cette question du double cursus. Est-ce que ça fait pas trop? Enfin, comment t'as vécu ça? Mais même pour d'autres questions, en maraîchage comme en PAM, c'est tout à fait possible. On pourra être en lien par mail, du coup, comme vous aurez mon contact à la fin du webinaire. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? J'ai l'impression qu'on est à peu près bon. Jean-Baptiste est en train d'écrire. Oui, je ne voulais pas couper la parole, mais c'était je t'en pour prie. répondre à Frédéric. Une autre option que j'ai oubliée, c'est que, en fait, vous pouvez aussi aller voir les acteurs du territoire dans lequel vous vivez, même si ce n'est pas forcément celui où vous vous installerez. N'hésitez pas à aller les voir. C'est toujours mieux qu'un site internet qu'à ne pouvoir échanger avec eux. Donc voilà, je ne sais pas sur quel territoire vous êtes, mais il y a certainement, y compris à Paris, y compris en Île-de-France, qui, pour beaucoup, n'est pas un territoire agricole, mais qui en réalité est un territoire extrêmement agricole. Il y a des acteurs, donc notamment le pôle à Biosol sur l'Île-de-France, qui accueille pas mal de monde et qui permet après, éventuellement, de s'orienter vers d'autres territoires. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller voir ces acteurs-là.
C'est pas très grave si c'est pas ceux du territoire où vous vous installerez. Ça permet d'avoir une première mise en relation. Ensuite, tous nos réseaux travaillent ensemble, donc de toute façon, voilà, si c'est pas lui, ils vous orienteront vers les bonnes personnes de toute façon. Et aller dans les fermes de votre territoire aussi. Aller discuter avec les paysans et les paysannes qui sont souvent les meilleures ressources aussi, parce que ils sont en lien avec toutes nos structures et c'est, comme on l'a dit pendant ce webinaire, c'est super important de se faire un réseau dans ce milieu agricole quand on n'en vient pas. Et ça passe aussi beaucoup par les fermes chez qui vous allez aller pouvoir faire du woofing ou des visites ou vous former. C'est vraiment essentiel. Tout à fait. Est-ce que l'un de nos trois intervenants a un dernier mot pour la fin ou est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a encore une question à l'Assemblée? Une fois, deux fois, trois fois? Eh ben, je crois qu'on peut du coup clore ce webinaire. Donc, encore une fois, un grand merci à nos trois intervenants et intervenantes. Merci à vous pour votre présence. Donc, comme le disait Sarah, on va renvoyer un emailing avec le replay, le support de présentation et vos contacts respectifs. Comme ça, voilà, vous pourrez donner suite, on espère, à vos projets agricoles éventuels. Voilà, donc un grand merci et bon appétit à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne journée journée, à bon toutes et à après-midi. tous. Merci Au beaucoup. revoir. Ouais.